Hello à tous, je suis Eleonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise associatifs ou culturels. Ensemble, nous parlerons de leur parcours, leurs succès, leurs erreurs, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour tous les curieux. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Rohr, l'un des deux fondateurs de Fago. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Fago c'est une marque française de chaussures, de vêtements, de bagagerie et d'accessoires engagés. Engagés pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dès sa création en 2009, les deux fondateurs de la marque ont eu à cœur de mesurer l'impact carbone de leur activité et de mettre en place des actions concrètes pour compenser ces émissions de CO2. Pour cause, pour chaque pièce Fago confectionnée, un arbre est planté. Aujourd'hui, Fago c'est plus de 10 ans d'existence et 1,7 million d'arbres plantés. Alors dans cet épisode, vous découvrirez comment Fago est passé d'un projet imaginé par deux étudiants à cette marque dynamique. Qui est Nicolas et comment lui et son associé Frédéric Munier ont eu cette idée visionnaire. Nous reviendrons également sur leur engagement et les raisons de leur récente installation à Nantes. Parce que oui, je vous l'accorde, Fago n'est pas vraiment une marque nantaise, mais j'avais très envie de comprendre pourquoi ils ont récemment choisi de s'installer à Nantes. Vous le verrez, je n'ai pas été déçue. Nicolas est sympa, transparent et accessible. Son discours est inspirant et avant-gardiste. Alors si l'épisode vous plaît, que vous aimez le podcast et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien sachez que vous pouvez le faire en le partageant autour de vous et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Nicolas. Salut Eleonore. Merci d'être mon invité aujourd'hui. On est dans vos bureaux, dans votre showroom plus précisément, avec une jolie vue sur Nantes, puisque vous êtes installé donc au 5e étage de la tour 0 Newton sur l'île de Nantes. Nicolas, tu es donc récemment nantais, depuis juillet 2019, père de 2 enfants, cofondateur de la marque Fago, que tu as créée en 2009 avec ton associé Frédéric Munier. Écoute, je suis très heureuse de t'interviewer aujourd'hui, d'autant plus qu'on a un point commun, Nicolas. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on a tous les deux été géos dans une vie passée. Ah oui, c'est vrai ça. Je pensais pas que tu allais l'aborder. Super, très bon point. Et alors plus sérieusement, j'avais très envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur l'histoire de Fago, et également de comprendre pourquoi et comment vous avez décidé de déménager le siège de Fago à Nantes. Alors on va commencer par s'intéresser un peu à toi, à ton parcours. Tu me disais avoir grandi à Toulon, dans une fratrie de 5 enfants, dont 4 garçons. Puis ensuite tu as déménagé dans les Hauts-de-Seine, donc une enfance heureuse et privilégiée, j'imagine. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà envie d'entreprendre ? C'est intéressant ta question parce que on se demande s'il y a des jalons qui mènent jusqu'à Fago de son enfance. Et en fait, en y réfléchissant, je voyais 2 choses. C'est marrant parce que j'avais 8 ans. On passait des vacances dans les Alpes avec mes cousins parisiens que je voyais très peu. Et lui, à 4 ans d'écart, il était déjà dans un lycée parisien assez mode. Quand nous, on était à Toulon, où la mode, on s'en fichait complètement. Il fallait juste un maillot de bain pour aller se baigner. Et donc à Chamonix, sur ce balcon, il nous dit un soir, je vais monter une marque de t-shirts. Et je me souviens très bien, donc sa marque allait s'appeler Sunflower, donc le fameux tournesol. Et c'était écrit à la manière des marques de skate de l'époque, quoi. Et donc moi, je débarquais complètement, mais je sais pas, j'avais des étoiles dans les yeux. Et du coup, je me souviens que mes grands-parents qui étaient là nous avaient offert à chacun un transfert d'un dessin qu'on voulait sur un t-shirt blanc. Voilà. Et donc, moi, j'avais créé un t-shirt avec marqué Rainbow. Voilà. Et donc, j'avais fait des dessins de fleurs, je sais pas quoi, pour faire un peu hawaïen. Et voilà. Et donc, ça, c'est la première un peu picouse textile, mais qui finalement m'avait éveillé, quoi. Je me dis, ça, c'est trop bien, une marque de t-shirt. En tout cas, c'était un premier point. Et il y avait un deuxième aussi qui me frappe, c'est que quand j'étais tout petit, donc on était en CM2, avec Xavier, mon meilleur ami de Toulon, on avait marre de se faire chourer nos billes, nos pogs, tout le temps à toutes les modes, parce qu'on n'était pas bons, pas toujours très bons. Et du coup, on se décide de s'associer sur ces trucs-là. Et en se disant, voilà, donc on va prendre 10 billes plates chacun, tous les matins, mais on en laisse 30 chez nous. Et en fait, on est une espèce d'association pour remporter plus de choses dans la cour. Et après, ce qui m'amène peut-être un peu à l'entrepreneuriat, c'est que j'ai toujours vu mon grand-père beaucoup entreprendre. Mon grand-père de Toulon, avec qui je suis très proche. Et du coup, effectivement, son regard épris de liberté me plaisait, quoi.
de se dire, en fait, t'es entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être travailler dans la finance au début de ta vie, ensuite être assureur, ensuite être promoteur immobilier, ensuite être conseiller. Oh, tu peux faire plein de choses. Cette liberté. Et donc, du coup, est-ce que j'avais déjà envie d'entreprendre? Je ne connaissais pas le mot entreprendre. Je n'arrivais pas à le caractériser. Par contre, est-ce que j'avais envie d'être libre dans un projet qui allait me ressembler? Oui. C'était le même grand-père à chaque fois? Ouais, tout à fait. Non, c'est pas le même grand-père. C'est pas le même grand-père. Non, tout à fait. Très drôle. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous retracer un peu ton parcours? Le programme scolaire m'a jamais trop intéressé. Moi, disons que j'étais jamais le dernier élève, j'étais jamais le meilleur. J'ai toujours été dans le bon 80% qui reste, quoi. Voilà. D'où les profs de temps en temps se disent bon, on va peut-être pas s'occuper de lui, ça va passer, ça va être toujours juste. Voilà, on sent qu'ils s'en fichent un peu. Voilà, donc un lycée un peu compliqué quand même. J'ai un bac ES qui me donne envie qui me donne envie en fait d'aller dans une fac de droit. Et j'ai un veto immédiat de mes parents en me disant oh là là là, mais attends, mais toi en fac de droit c'est rideau, tu vas terminer en première année tu vas tripler tes années, quoi, c'est pas possible. Il faut te structurer un truc avec un cadre, etc. Et donc là, je passe les concours d'école de commerce post-bac. Donc évidemment, j'ai même pas pensé à faire une prépa, moi. Hein. C'était même pas de mon niveau. Hein. Et donc là, je suis pris dans 2 écoles, Liège-Galil, qui me faisaient rêver parce que la liberté, je pars loin de la maison. Enfin, non pas que j'étais pas bien à la maison, on était très bien, mais tu as envie de ta liberté, de ton propre appart. Et là, je prends un no-go immédiat également. Attention, on te laisse à Lille, c'est rideau, on va te récupérer en lambeaux. Tu n'auras absolument pas rien appris et tu auras fait des soirées tout le temps. Donc, tu vas aller à Paris, à l'ISTEC. Donc, l'ISTEC, qui est une école dans le 10e arrondissement, collée au canal Saint-Martin. Voilà. Et donc là, je me dis, bon, allez, hein, ok. Et je me souviens que je subis un peu le truc. Et pour autant, j'arrive à l'ISTEC, très bonne ambiance, gros week-end d'intégration. Je rencontre notamment Frédéric, mon futur associé, et quelques copains. Et voilà, puis là, on démarre un beau parcours d'école de commerce. Pareil avec Fred, mon associé, là, que je pense que je peux l'associer beaucoup à mon école. Très assidu le soir et moins en journée. Je crois que ça nous résumerait pas mal. Voilà, et tout ça nous mène donc ce parcours, en fait, jamais drivé par j'ai jamais eu les dents qui rayent le parquet, jamais eu une espèce de volonté de monter dans une entreprise, parce que je me suis toujours dit qu'il y avait un projet en parallèle pour moi, quoi. Tu vois, l'exemple concret, quand on parle de parcours, on arrive en école de commerce, on nous demande de trouver un stage de première année. Stage de première année, en général, tout le monde va dans des banques, dans des machins, etc. Et moi, ce qui me faisait rêver, c'est d'aller dans un truc complètement différent. Et c'est mon meilleur ami, Martin, qui me dit à l'époque, Nico, il était à l'ESCA, lui, j'ai postulé au Club Med. Je fais, no way, arrête. Et ça passe, ça? Ils vont te l'autoriser? Il fait, ouais, regarde et tout. Là, il y a un responsable d'une boutique, etc. J'ai au Club Med. Moi, j'avais jamais été au Club Med. Je connaissais pas, je connaissais juste les bronzés. Je me suis dit, ça a l'air génial. Je postule aussi. Et là, je passe 5 entretiens. Je suis pris et je choisis mon village. Et je pars en Grèce pendant 2 mois pour gérer la boutique, en fait, dans laquelle on vendait du Lacoste, du Ralph Lauren, des balles de tennis, des bonbons, un mini snack. Enfin bon, c'est une espèce de mini supermarché au Club Med. Voilà, donc je deviens géo au Club Med et j'ai eu le meilleur stage de première année de mon école, quoi. Bon, bref, donc en tout cas, je savais que dès le début, en fait, je construisais pas un CV avec mon stage de géo au Club Med, mais je voulais croquer un truc sympa, quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris, tu penses, cette expérience-là? Non, en vrai, cette expérience est hyper riche parce que dès le début, je me suis retrouvé à manager un magasin avec des vrais chiffres d'affaires à réaliser. Organiser des promotions, organiser de l'animation, parce qu'au Club Med on est très animation. Donc j'ai organisé des défilés, j'ai organisé des rendez-vous de relooking. Voilà, je faisais découvrir les petits produits locaux aussi avec des petites dégustations. Enfin bon, je devais gérer ma petite boîte, quoi. C'était hyper sympa. Et au fond, ce qui est pas mal, c'est que les clients, en fait, qui sont souvent des clients qui ont pas nécessairement tout le temps, ont envie d'être un peu cajolés, quoi. Envie qu'on prenne soin d'eux et en fait on est tout le temps tourné vers eux. Et donc je crois que c'est un des derniers enseignements que j'avais avec ça, c'est il faut être tourné vers le client. Ouais, c'est intéressant. Et justement, j'ai lu que c'était pendant tes études que Fago est né. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment?
Ouais, j'ai un peu parlé de Frédéric, mais on était déjà très proches. Et on se retrouvait souvent dans des dossiers ensemble, ou c'est des cas de groupe, etc. Donc on était souvent ensemble, à la fois dans la vie, dans la vie étudiante associative, mais aussi dans les cours et en dehors, quoi. Et à un moment donné vient le moment où on doit se poser la question de partir en Erasmus, enfin, en tout cas en échange. Et on choisit d'aller en Chine pour un peu comme des aventuriers, quoi. Allons-y, allons voir ce qui se passe là-bas, ça a l'air fascinant, ce pays a l'air dingue. Et effectivement, donc on a passé 6 mois de voyage, et ça c'était en 2007. Donc en 2007, on passe 6 mois de voyage en Asie, en Chine, et on reste qu'en Chine. Et ça a renforcé notre lien, et ce qui est drôle. Et voilà. Et on y vient un peu à la première brique entrepreneuriale, c'est que le soir, on se retrouvait souvent, on était en coloc ensemble, et on se faisait des pokers le soir, et puis on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire en parlant de poker, on pourrait pas, tiens, tu veux pas qu'on monte une page Facebook? Je suis sûr qu'on pourrait se faire des millions. On monte une page Facebook en disant, tiens, c'est la page je sais pas moi, des fans de burgers. 1 million de fans, et après on la revend à McDo. On avait plein d'idées comme ça en VGT sur des choses. Et puis à un moment donné, donc on se balade en Chine, et puis là je passe le 31 à Canton avec Bertrand, un autre ami d'école, et accueilli par Raphaël, qui était un de mes potes, chef cuisinier du Ritz à Canton. Et le lendemain, gueule de bois, le 1er janvier, on se retrouve dans un parc à voir plein de gens faire du tai chi. Et ils portaient une paire de baskets qui s'appelait Fei Yue, mais qu'on trouvait plutôt sympa. Je connaissais pas la marque, en tout cas elle avait un bon look, elle était sympa, semelle fine blanche, etc., avec marqué Fei Yue. Et puis là, je vais voir un petit vieux et je lui demande tiens, ta paire, où est-ce que je peux l'acheter? Et il me dit, juste là, mais c'est une chaussure pour les pauvres, on n'y va pas, prends du Nike et tout ça. Non, on y va quand même. Et là, on tombe sur ce magasin avec ses petites paires. On est trop bien, on en achète une, confort et tout. Et puis là, je recroise Fred, et puis qui lui avait vraiment envie de monter sa boîte. Je lui dis, tiens mec, pourquoi on ne reprendrait pas cette marque Fei Yue, là, cette botte, ça peut être cool. Et il me répond, bah ouais. Et puis lui, qui a envie d'aller de l'avant, bien sûr mec, on y va, on s'enseigne. Donc on regarde sur Internet, on tape Fei Yue, marque française, ok. Puis on voit racheter par 3 Français, en vente chez Colette. Injouable de la racheter. On comprenait, je pense, même pas le mécanisme de racheter une boîte. On se disait, comment on peut faire? Du coup, ça nous paraissait un monde, on les a même pas contactés, quoi. On n'est pas allé jusqu'au bout. On s'est dit, ok, bon, laisse tomber. Pourquoi est-ce qu'on monte pas notre marque? Et là est venu un petit chemin de croix sur l'idée de monter cette boîte, parce qu'on rentre, du coup, toutes ces pérégrinations, là, c'est sur 6 mois, et puis on rentre en janvier à Paris, et là, les cours redémarrent. Et finalement, on se fait un peu happer par la réalité des cours, les soirées, les retours, et puis on oublie un peu la boîte. Puis vient la période des stages de troisième année. Et là, on se dit, attends, du coup, pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas notre boîte, en fait? On fait notre stage, on monte notre boîte. Puis là, au début, Fred me dit, Nico, je peux pas, je crois qu'il faut vraiment que j'aille faire un truc sérieux, je vais me faire tuer par mes parents, c'est pas sérieux là, on peut pas monter une marque de shoes en 3e année d'école, t'as vu ce qu'ils payent mes parents. Donc en fait, ça fait un peu un yo-yo entre nous deux, comme ça, on y va pas. Puis finalement, on arrive à convaincre tout le monde, notre directeur également, et on monte notre boîte. Et donc là, on est en juin 2008, point zéro de la boîte Fago. L'idée est acquise que l'on montera notre boîte. En tout cas, que l'on va tenter de le faire pendant notre stage, qui dure donc de juin à fin août, pardon. On monte notre boîte. Et là, c'est le grand départ. Et à partir de là, comment est-ce que vous avez fait pour concrétiser le projet? Ouais, et c'est là où, quand on dit c'est le grand départ, mais rien n'est fait. Et en fait, donc on a pris une personne, et on peut la remercier aujourd'hui, parce que c'est Lorraine, et une fille qui était dans la même promo que nous à l'école, et en fait, qui a fait un stage chez nous. On avait besoin de quelqu'un pour nous structurer, pour déjà, nous mettre au boulot. Et quand elle était là, on était au boulot. Donc on était 3 à bosser, et puis là on a commencé, déjà tu te poses plein de questions, comment hiérarchiser? C'est quoi les statuts le plus important? L'argent, l'idée, l'étude de marché? Comment on remet tout ça dans perspective? Et donc on est allé à une conférence à la Chambre de commerce de Paris, qui nous a un peu donné les étapes clés, les 10 étapes pour monter ta boîte. Les statuts, tu verras ça plus tard. D'abord fais ton étude de marché, pour savoir s'il y a une faisabilité pour ton produit, s'il y a une vraie écoute du marché. Donc tu vas faire une enquête client. Tu sondes, ensuite tu trouves tes fournisseurs, etc., ton financement, et après les statuts viennent enfin. Mais voilà, et donc nous on a dû, en fait on était naze partout, quoi. Enfin, on connaissait donc absolument pas le modélisme, absolument pas le juridique, absolument pas le côté économique. Bon bref, donc on démarrait surtout, et tout était assez lent. Voilà. Néanmoins, il y avait un truc qui était cool,
et qui nous a sauvés, je pense, dans tout ça, c'est que comme on était étudiant encore, c'est le moment où tu es le plus mondain de ta vie. Tu rencontres tellement de gens que tu peux tellement partager ta boîte que beaucoup de gens seront au courant. Et du coup, le jour où tu lances ta boîte, en fait, finalement, c'est pas 30 personnes qui sont au courant, mais c'est 2000 personnes, quoi, probablement. Voilà. Donc, Parce qu'à ce moment-là, excuse-moi, je te coupe, mais à ce moment-là, vous aviez quel âge ? 23 ans. Par contre, on disait à tout le monde, on va monter notre boîte. Vous allez voir, il y a une paire de baskets qui va débarquer. Sans savoir à quoi allait ressembler ta première paire de baskets. En fait, on faisait un peu notre benchmark en parlant aux gens, quoi. Et puis à un moment donné, tu croises ton pote qui est en école d'avocat, deuxième première année, et tu lui dis, mec, le statut, t'en penses quoi ? Attends, je crois qu'SARL, c'est pas mal. Ah ouais, ok, très bien. Enfin, on glanait plein de points comme ça, quoi. Et en même temps, il fallait avancer concrètement. Donc, avancer concrètement, ça a été quoi ? Donc, études de marché, on a vraiment pris concrètement des études de marché de Xerfi, etc., pour savoir s'intéresser à notre marché. Combien de baskets étaient vendues en France, dans la progression, les grandes marques, plutôt sport, plutôt casual, etc. Pour comprendre le marché. Ensuite, on a fait une enquête, comme je te disais, un peu auprès de ces gens-là, avec tous nos copains, en envoyant sur Gmail des questionnaires, quoi, en disant, vous aimez quoi ? Les baskets avec des semelles épaisses, fines, plutôt blanches, quelle couleur ? Le prix, qu'est-ce que vous êtes prêt à y mettre ? Est-ce que ça vous intéresse qu'elles soient responsables ? Oui, non. Voilà, donc on a posé plein de questions. Et à un moment donné, c'est là où c'était compliqué, c'est de trouver des fournisseurs, quoi. Comment tu fabriques une paire de baskets ? Et surtout, comment tu la dessines ? Et ben, la première fois qu'on a dessiné une basket, en fait, on a pris une paire de baskets et sur notre ordinateur, avec Paint, on a dessiné dessus. C'est con, il faudrait que je vais te montrer juste après le dessin, mais donc on prend une photo d'une chaussure et par-dessus avec Paint, donc qui est hyper pixelisé, mais on a redessiné une chaussure en disant il faut qu'il y ait une semelle fine, il faudra qu'on y mette les lacets comme ça, on veut qu'elle soit très, en fait notre basket il fait qu'elle soit très fine sur le pied, voilà. Et donc après il faut trouver un fournisseur, et là on est allé sur des Alibaba, sur des forums franco-chinois, sur des forums de production, et on a trouvé en fait 4 personnes qui pouvaient potentiellement produire, qui étaient agents de production. Et là, c'est très compliqué parce que c'est un monde abstrait. Moi, je ne connaissais pas du tout une usine, comment ça fonctionne, les délais, le temps, etc. Et voilà. Et donc, on a commencé à travailler avec Winfa, qui était une franco-chinoise, qui nous a trouvé une usine extraordinaire en Chine, au milieu des champs de thé. On a vu au début un premier proto, qui était... Parce qu'à ce moment-là, tu lui as montré ton dessin sur Paint. Voilà. En fait, on lui montre notre dessin sur Paint, et elle nous le rend en 3D. D'accord. Plutôt bien. Et là, donc, vient après, le modèle a été trouvé, du coup, le prix nous avait été donné. On achète comment ? On achète en dollars. Ah ouais, mais l'euro-dollar et tout, on ne connaissait pas les coûts de conversion. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout était lent parce qu'en fait, il y avait plein de décisions. On avait l'impression que chaque décision était une montagne. Et notre vie en dépendait, quoi. Et au final, on en prend quand même pas mal. Et en plus, il y avait un vrai projet à côté de Fago, là, de créer une paire de baskets. C'était de se dire, nous, aujourd'hui, on veut ressembler à notre génération. Et donc, très tôt, on a ancré, en fait, même donc, à l'initiative du projet, on s'est dit, Fago, ça doit être une marque de baskets cool, mode et cool. Et en même temps, c'est la marque qui va représenter notre génération. Et donc, elle doit respecter l'environnement. Donc, comment on respecte l'environnement ? Et ça, pareil, on débarquait, parce qu'on avait nos bonnes manières, entre guillemets, apprises par nos parents, quoi, mais qui revient plus, pour moi, du civisme que de l'écologie pure. Et là, il fallait se dire, mais comment, en fait, je me rends compte que j'ai un impact et comment je vais être une solution et pas qu'un problème. Voilà. Bref, donc, du coup, on avance. Et là, on termine notre stage en sachant, donc en septembre, que l'on pouvait produire notre paire en Chine et qu'il fallait en faire 5000 avec 4 couleurs différentes. On avait notre statut de SARL avec Fred. On avait récolté 35 000 € auprès de 12 copains, donc du Love Money. Ces copains, on les a réunis dans notre amphithéâtre d'école avec un petit PowerPoint pour leur expliquer les risques, les machins. Et donc, on a quand même 12 copains qui nous ont suivis entre 1 500 et 2 500 € du haut de leurs 23 ans, quoi. Ça, c'est quand même. Et avec Fred, on se disait d'ailleurs, putain, mec, je crois que si t'avais monté ta boîte tout seul, je t'aurais jamais suivi, toi. Enfin, je veux dire, ils sont couillus de nous avoir suivis, quoi, parce que putain, moi, je ne nous aurais pas suivis. Enfin, bref. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà le nom de ta boîte ? Oui, donc on avait déjà le nom Fago. C'est venu assez rapidement. On s'est dit Fago parce qu'en fait, on nous appelait les Fagogènes là-bas en Chine. On trouvait que c'était sympa. C'est-à-dire France en chinois. Okay. Et on trouvait que c'était sympa. Voilà.
du coup, voilà, donc on a notre design, notre production, ok. Et on a aussi calculé donc à ce moment-là le bilan carbone prévisionnel de Fago. Ça c'est très important. C'est qu'on sait combien d'émissions on va émettre avec Fago sans avoir rien fait. C'est-à-dire qu'on a calculé que le transport de nos baskets allait émettre du coup en gros 11% du CO2 et non pas la majorité comme on pensait. On pensait que le transport allait être énergivore. 50% c'était les matières premières, donc le coton, le caoutchouc, les œillets en nickel, etc. qui allaient émettre, la boîte en carton. Ensuite, il y a nos 2 ordinateurs avec Frédéric, notre transport pour aller voir les usines. Voilà. Donc en fait, on savait tout ce qu'on allait émettre. Et l'idée, le jeu, du coup, la règle a été facile, c'était de se dire, maintenant que j'ai mesuré mes émissions de CO2, je vais pouvoir les réduire autant que possible. Donc on a joué sur le packaging pour le réduire, on a joué sur le transport pour l'optimiser, on a joué sur plein de traits pour réduire ce premier bilan carbone. Et du coup, on arrive avec la pièce maîtresse un peu du concept, qui est l'arbre, à la fin, qui vient en fait compenser ces émissions de CO2 qui nous a rendu connus au début, parce qu'on nous a beaucoup associé une paire de baskets à un arbre. Et en fait, cet arbre, il est venu très tard. Il est venu pour compenser les émissions de CO2 qu'on n'arrivait pas à diminuer dans le processus de diminution. Et donc, du coup, l'arbre qu'on plante en France, depuis du coup maintenant 11 ans avec le même pépiniériste Naudet, eh bien, on a planté 1,7 million d'arbres en 11 ans. Et donc, cet arbre, en fait, vient compenser plus de 100% des émissions de CO2. C'est ça qui est génial. Parce que voilà, donc notre produit, et ça on en reparlera peut-être un peu après, mais émet du CO2 et l'arbre les compense. Du coup, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. La première, c'est comment vous avez fait pour calculer ce bilan carbone et l'autre question, c'est pourquoi? Alors, le frère de Fred était très travaillait pour l'agroforesterie et du coup, on avait une discussion avec lui qui nous avait dit par rapport à la taxe carbone et au gros souci de la taxe carbone du moment, il y a un vrai phénomène de plantation d'arbres pour compenser les émissions de CO2. Et du coup, nous, on a trouvé ça hyper cool, l'angle de se dire, en fait, au même titre que je vais gagner de l'argent, je vais aussi émettre du CO2. Donc, c'est une double comptabilité. Tu as une comptabilité euro, donc l'argent que tu vas générer le chiffre d'affaires, mais aussi une comptabilité environnementale, le CO2. Et donc, la lecture était hyper bien. On s'était dit que ça va être un sujet majeur de société, parce que normalement toutes les boîtes devraient être assujetties à un contrôle, à un calcul de à la taxe carbone, ce qui n'a pas été le cas. Mais nous, on a pris le train. En fait, on a pris le train 11 ans avant tout le monde sur ce sujet. Donc la taxe carbone, on s'était dit, on calcule nos émissions de CO2 pour réduire et ensuite compenser. Et en fait, ce mantra-là, cette politique-là, on l'a depuis 11 ans, on n'en a pas dérogé, quoi. Et comment tu fais pour calculer ta taxe carbone ? Alors, en fait, ton bilan carbone, du coup, tu passes par un organisme. Nous, c'était Énergie Environnement et aujourd'hui, c'est Good Planet. Nos organismes qui sont spécialisés dans le calcul de bilan carbone avec des données en fait, qui viennent de l'ADEME. L'ADEME, c'est un organisme d'État qui définit, avec des grands agrégats, une action égale du CO2. Un billet de train Paris-New York, ça va émettre tant de CO2. Une chaussure avec du coton normal, ça va mettre tant de CO2. Tu vois, donc, des grands agrégats, et ce qui fait que l'organisme nous collectait de l'information qu'il transformait en CO2. Pour arriver à la fin à nous montrer vraiment ce camembert avec l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire de la création jusqu'à la fin de vie du produit, toutes les étapes d'émission de CO2. Donc la création, c'est les matériaux, le coton, le caoutchouc, etc. Ensuite, tu as le transport, les emballages, le stockage, nos bureaux, nos déplacements, et la fin de vie, c'est-à-dire la destruction du produit. Et tout ça. Et donc nous, on était à 9 kg d'émissions de CO2 au tout début de Fago. On est arrivé en 2015 à 6 kg. Et là, notre but, là, et cette année, on va recalculer notre nouveau bilan carbone, c'est d'arriver à 4, avec toutes les actions qu'on mène. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que le bilan carbone, ça te permet de comprendre là où tu mets du CO2 et ensuite agir. Du coup, je reviens un peu à l'histoire de Fago. Oui. Tu nous parlais donc de la partie création, production. Une fois que que vous vous êtes retrouvé avec ces premières baskets, il a fallu les vendre. Ouais. Comment est-ce que vous avez géré ça ? En fait, effectivement, donc là, on est rendu en septembre. Tu sais, on termine le stage en septembre 2008. Et là, on va voir notre directeur en lui disant en fait, c'est quand même génial, tout se passe très bien, il faut qu'on continue, mais en parallèle de nos études. Ouais, plutôt un OK, bon, allez-y. Et puis du coup, le soir et un peu en journée, on bosse sur le projet. Et là, du coup, on lance une production. On va se décider de lancer une production. Et une production, ça met en tout 3 mois pour arriver. Donc, en fait, on devait avoir nos pairs fin décembre pour les recevoir en janvier, quoi.
Et du coup, pendant cette attente de production, parce qu'en fait, au moment où tu passes ta commande, il y avait 2 mois de production à l'époque, plus 1 mois de transport, donc 3 mois. Et ben, il fallait tout organiser. Maintenant, il faut les vendre. Comment on fait? Et donc là, on va avoir plein de magasins, Colette, Galeries Lafayette, etc. Des magasins pour dire, comme vous revendez Fayou, comme vous revendez Patagonia, vous pouvez sûrement revendre Fago. Non. Non, on ne vendra pas Fago, les gars. Non. Vous n'êtes pas du tout mode. On est arrivé, la première visite de magasin qu'on a fait, on est allé voir un Colette, on était en costume cravate, rasé. Limite, ils pensaient que c'était un contrôle fiscal. Enfin, on n'était pas du tout. En fait, on s'était pas encore mis dans la peau de gérant d'une marque de mode, quoi. Et du coup, on commence aussi à aller voir les magasins qui nous mettent des refus. Et du coup, on va dans des salons professionnels où les marques se retrouvent pour vendre à ces magasins-là. Et là, on a une super discussion avec Patrice Bastian, qu'on remercie vraiment 1000 fois, parce que c'était lui, justement, celui qui avait racheté Fayou et qui nous a énormément apporté en nous donnant plein de tips sur le métier. Déjà, les gars, vous vendrez pas hors taxe, vous n'allez pas vendre TTC votre produit, vous le vendez hors taxe. Ah bon, putain, c'est quoi la TVA et tout? Ah ouais. Les marges, c'est 2,5 dans le métier, c'est-à-dire entre le moment où tu vends à un magasin et le moment où il revend au client, il applique un coefficient de 2,5 fois le prix. Les collections, les gars, ça se prévoit 8 mois à l'avance. Comment ça? Bah oui, là, en ce moment-là, dans ce salon-là, en septembre, je vends la collection de l'été dans un an. Heureusement, en quelques journées avec lui, il nous a fait gagner un temps monstrueux. Mais malgré tout, on n'avait pas résolu le problème de distribution, personne ne voulait. Donc, c'est là où on a adopté, après des discussions, notamment avec nos grands-parents, un système un peu ancestral de la vente Tupperware, et qu'on a complètement dépoussiéré. Au lieu de mettre des gâteaux secs, on y mettait des chips, et au lieu de mettre du thé, on met de la bière. Et tout ça, au lieu d'être dans des beaux appartements ou dans des belles maisons, c'était dans des chambres de bonne au 8e étage de chaque grande ville de France. Et donc là, on crée une page sur Facebook, un groupe privé, parce qu'il n'y a même pas de groupe public, c'est un groupe privé. On invite les gens, nos copains, et on se dit, on va être 200 personnes. On propose, du coup, on dit, voilà, une marque de basket arrive. Pour chaque basket, les émissions de CO2 ont été calculées, un arbre pour les compenser. On décrivait un peu la basket, 4 couleurs. Et en fait, on commence à être submergé par le truc. On passe de 200 à 1000, de 1000 à 4000. Et là, on commence à annoncer le nombre de paires qui seront vendues, donc 5000 paires. Et on passe rapidement au-dessus du nombre de paires. C'est-à-dire qu'on avait 7000 membres pour 5000 paires à vendre. Et là, du coup, il commence à y avoir un effet de rareté avant l'heure qui se crée. Et c'est là où on en organise 10 en simultané. Et on se balade un peu comme un Tour de France avec Frédéric. Sur certaines villes, on se répartit, notamment la première vente privée où lui était à Lyon et moi à Paris. Et là, j'arrive avec un de mes très bons copains, Arnaud, qui était aussi actionnaire Fago, à 7 heures sur les quais de l'hôtel de ville du resto du copain où on organisait notre première vente. Et il y avait 2 mecs qui dormaient au pied de la porte. 2 gars qui sortaient de boîte. Et pour ne pas louper la vente, se sont dit, je vais rester devant la porte jusqu'à 8 heures. Génial. Magnifique. Et voilà. Et on vend ces 5000 premières paires en 3 semaines. Dans ces ventes. Là, on est en 2009. Et là, effectivement, on est en fin janvier, début février 2009. Et là, on se dit, bon, ok, donc c'est génial, il faut qu'on recommande. On recommande donc des paires de baskets. Et en fait, on se dit, ça y est, ce coup d'essai devient notre boîte, quoi. Devient peut-être notre quotidien, quoi. Et donc là, on s'est pris des bureaux en coloc, rue de Palestro, à Étienne Marcel, quartier génial, d'autant plus que ça nous a vachement alimenté sur les tendances. C'est quand même un vrai quartier leader sur la tendance. C'est à côté de notre premier magasin qui nous a revendu Kiliwatch. Parce que finalement, après les ventes privées, on se dit c'est plus possible. En fait, on va pas, avant que les ventes privées démarrent, on se dit c'est pas tenable. Il faut qu'on réintègre le circuit classique, donc les magasins. Et c'est là où on est allé voir en fait la veille des ventes privées les beaux magasins en leur disant venez voir s'il vous plaît notre vente privée à Paris. Et le gars de Kiliwatch, donc qui s'appelait Frédéric, le responsable des achats, est venu nous voir à notre vente privée dans le Marais, sur le quai de l'hôtel de ville, pardon. Et là, voilà, queue de 200 mètres. Il dit ok, c'est bon. Lundi, vous êtes chez moi. Et du coup, notre première boutique, c'est Kiliwatch. Et ce qui est génial, et c'est ça la mode, c'est que derrière, Frédéric nous dit les gars, vous venez chez moi demain soir avec 2 cartes Michelin, des gommettes, et je vous fais un quadrillage de votre distribution en France. Donc, vous êtes chez Kiliwatch, c'est le plus important aujourd'hui. Si vous êtes chez Kiliwatch, vous pouvez aller à Bordeaux chez Michel Hardier. Si vous êtes à Bordeaux chez Michel Hardier, tu peux aller à Pau chez Intel. Et du coup, on a réussi à ouvrir peut-être 70 comptes en l'espace de 4 mois. 70 magasins qui allaient prendre le relais des ventes privées une fois que la deuxième production, tu sais, arrivait. Et la deuxième production est arrivée en mai-juin 2009, avec une petite pause quand même de 3 mois. Donc on avait trop peur aussi que les gens nous oublient en 3 mois. Et non, et en fait,
Voilà, c'est reparti. Au bout de combien de temps, du coup, vous avez réussi à embaucher vos premiers employés Fago? On embauche Olivier, qui est encore là, chez nous, qui est responsable commercial, qui était déjà responsable commercial en arrivant, avec qui on était en école de commerce aussi. Et on l'embauche en 2009, en septembre 2000, peut-être septembre 2009. Voilà, donc il nous rejoint, c'est le premier. Super. C'est le premier, et puis en embauchant en parallèle aussi une stagiaire pour gérer nos relations presse, la com. Voilà. Et aujourd'hui, Fago, c'est combien de salariés? Et aujourd'hui, Fago, c'est 80 personnes, Mmh. dont 30 ici au siège à Nantes, et nos autres valeureux dans nos boutiques, dans les 24 boutiques qu'on a en France. Super. On va parler du coup un peu de développement de Fago. On en a déjà parlé, mais je vais te parler de l'entrée du groupe Eram dans votre capital, puisqu'ils sont entrés à 2 reprises. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi vous les avez choisis comme actionnaires? Alors, le groupe Eram, en fait, on l'a rencontré. Nous, en moyen, on avait une petite crise de croissance. Il fallait financer notre croissance. C'était assez compliqué parce que les banquiers, le secteur textile est un peu sinistré. Et donc, faire confiance à Fago, c'était compliqué, d'autant qu'on n'était pas une marque qui vendait beaucoup sur Internet. Finalement, nous, on était très ancrés dans le réel. On faisait 80% de notre chiffre d'affaires dans le réel, c'est-à-dire dans les boutiques multimarques, les revendeurs, et 20% sur Internet. Et eux, ça attendait vachement à l'inverse à l'époque. Ils investissaient beaucoup plus dans des applications que dans des marques de fringues. Bref, donc du coup, on cherche à lever de l'argent pour financer notre développement. Et le groupe Eram tombait plutôt très bien parce qu'en fait, c'est un côté industriel, pas trop les dents qui règlent le parquet. Ils cherchent la longueur et pas la vitesse. Et nous, on aime ça. On voulait faire les choses bien. En fait, chez Fago, notre credo, c'est quand même de se dire que depuis le début, on veut être une marque mode responsable, sans compromis. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait de compromis. Et pour qu'il n'y ait pas de compromis, il faut du temps long. Il faut accepter le temps long, le développement calme, dans de bonnes conditions pour bien réfléchir et bien avancer. Et ça s'est vu parce que du coup, ils nous ont dit, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que Fago, vous soyez là dans 30 ans encore, quoi. Voilà, donc, ils sont actionnaires minoritaires chez nous. On est très heureux d'être avec eux. Ça se passe très bien. C'est une boîte familiale, donc ça nous plaît bien parce qu'on se voit aussi un peu comme une famille, nous, ici en interne. Tout est positif et ils nous ont fait grandir sur des points techniques de fabrication. Voilà. Et justement, tu parles de fabrication. Vous les fabriquez où aujourd'hui, vos produits? Ouais. Alors, nos produits sont fabriqués aujourd'hui en Europe, donc au Portugal, mais aussi en Asie, au Vietnam et en Chine. D'accord. Donc, c'est vraiment, on est dans des endroits, nous, on privilégie pas beaucoup le made in, mais plutôt le made au. Donc, comment on fabrique nos produits, dans quelles conditions et quel savoir-faire, qui est très important pour nous. Tout ça pour rendre un produit accessible. Voilà. Donc, du coup, ça nous emmène dans ces 3 pays qui sont des pays magnifiques, hein, assez variés et qui ont chacun leur savoir-faire. Et à qui s'adressent aujourd'hui les vêtements Fago? Les vêtements et les chaussures, pardon. S'adresse à tout le monde. En fait, c'est étonnant parce que dans notre premier business plan Fago, on s'était dit qu'il nous fallait 10% de personnes qui avaient plus de 70 ans. On l'avait quand même prévu. Et on n'est pas étonné de voir des gens en boutique qui sont au 3e âge acheter des paires de Fago. Elles sont hyper confortables, les Fago. Génial. Tant mieux. Mais bon, la majorité a quand même plutôt entre 20 et 35 ans, quoi. C'est notre gros cœur de cible, notre grosse cible, avec plutôt une cible 27-30 ans, sortie d'école, je démarre mon premier boulot, je suis cool. Voilà. Et plutôt homme d'une manière générale parce que on est très tourné homme, sauf sur la basket où on a beaucoup de baskets pour les filles. Tu me disais d'ailleurs que tu aimais beaucoup l'une d'entre elles qui sortira. Oui, parce que j'ai eu la chance de voir les nouveaux modèles qui sortiront l'été prochain. Exactement, tout à fait. On est dans notre showroom avec la vue. Et donc, du coup, notre cible, en fait, c'est aussi une cible, ce qu'on aime bien dire et ce qu'on reconnaît, c'est une cible qui est sensible. Sensible à la fois à la mode, mais n'est pas ayatollah, en mode pas je cours après les boutiques, et aussi sensible à l'environnement, donc à se dire, je suis soucieuse de savoir comment mon produit a été fabriqué dans de bonnes conditions et qui a laissé le moins d'empreintes sur cette terre. Voilà. Et donc, c'est vraiment notre souci, nous. D'ailleurs, on l'a érigé comme mission chez Fago. Hein. Notre mission, parce qu'on a adopté le statut d'entreprise à mission en janvier dernier. On est la première marque mode à l'avoir fait en France. Et notre mission aujourd'hui, c'est engager notre génération contre le dérèglement climatique. Donc, quand tu dis qui sont mes clients, c'est notre génération. Et notre génération qu'on emmène contre le dérèglement climatique avec Fago.
D'accord. Et comment est-ce que tu expliques justement le succès de Fago? Est-ce que tu penses que c'est ce que les gens cherchent en achetant un produit Fago? Ouais, en fait, je pense qu'avec Fago, on est comme les gens, on ressemble beaucoup à nos clients, c'est qu'on n'est pas parfait, mais on ne fait pas rien. Et je crois que ça nous caractérise bien et aussi notre client. Chez Fago, on apprend, quoi. Donc voilà, donc je le répète, on n'est pas parfait, mais on ne fait pas rien. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on avance. Et en fait, nous, ce qu'on aime, c'est le mouvement. Et nos clients, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Putain, mais c'est génial, Fago, quoi. 11 ans, le chemin que vous avez fait. Vos produits évoluent dans le bon sens. On est tellement heureux de porter aujourd'hui du recyclé. Quand même, l'empreinte du produit Fago qui a baissé de plus de 50% en 10 ans, quoi. Et c'est notre combat, quoi. Et on en reparlera, j'imagine. Ouais, bah justement, ça tombe très bien parce qu'on va en parler. Vous avez une mission, tu en parlais un peu, c'est celle d'engager votre génération contre le dérèglement climatique. Concrètement, comment est-ce que vous faites pour appliquer cette mission? Alors déjà, ça se passe dès le recrutement. Les personnes qui arrivent chez Fago sont recrutées à la fois pour leur capacité à bien faire leur métier, mais aussi à bien à apporter une contribution positive à leur mission. C'est-à-dire que leur mission doit les habiter. La mission de Fago, doit les habiter. Tu vois, on disait, en devenant entreprise à mission, la mission qu'on portait avec Frédéric, aujourd'hui, elle est portée par l'ensemble de nos salariés. Tout le monde est responsable, au même titre. Il n'y a pas de... Et on ne lead pas cette mission, tout le monde la lead. Donc tout le monde doit l'intégrer dans son métier à travers 5 piliers. Donc on mesure nos émissions de CO2. Donc on doit les mesurer avec un bilan carbone pour comprendre où est-ce qu'on pollue. Et après, ça va se traduire en action pour montrer notre bilan carbone à notre communauté. Voilà, vous voyez ça, le produit, c'est tant de CO2, c'est 50% du CO2 de le produit, la matière première. Ensuite, le transport, c'est 11. Ensuite, les bureaux, c'est 11. La fin de vie du produit, c'est 5%, etc. L'été prochain, on passe sur un étiquetage carbone, c'est-à-dire que sur les produits, vous pourrez voir chaque produit, combien il émet en CO2, et donner des rapports pour comprendre. Tiens, mais cette paire, elle émet 6 kg de CO2, l'autre, elle en émet 4. Pourquoi ? Et on va montrer aussi la trajectoire, quoi. En passant en matière recyclée, on a réussi à réduire de 50% les émissions de CO2 de ce produit. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi demain, je suis une cliente, tu me dis ça, j'ai pas conscience de ce que peut faire 6 kg de CO2, tu vois, j'ai pas cette connaissance-là. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu de pédagogie, tu vois, d'éducation en fait. Oui, et la pédagogie, on va la faire par des comparatifs en disant, si cette chaussure était restée en coton normal et pas recyclé, elle aurait émis 9 kg. Donc grâce à ce produit, tu en émets moins. Donc en fait, le comparatif, c'est de se dire à terme, en fait, il faut que je porte un maximum de choses recyclées, quoi. Et on fera des comparatifs aussi avec des biens communs, un trajet Paris-Nantes, par exemple. C'est quoi par rapport à une paire de baskets, etc., etc. Pour vraiment, aujourd'hui, se mesurer, en fait, il permet de créer un peu une double comptabilité en disant, le rêve chez Fago, en fait, c'est que dans un an, on puisse dire, tiens, on doit organiser un séminaire, non, un podcast. Tiens, Eleonore, est-ce que tu pourrais faire un podcast pour Fago ? Le budget, c'est 1 000 €, mais tu as 1 kg de CO2. Tu peux pas dépenser plus de 1 000 €, ce qu'on dit souvent de manière classique. Par contre, tu ne peux pas dépenser non plus d'1 kg de CO2. Bah, je peux te dire que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller te déplacer pour faire ce podcast. Tu dois le faire en visio ou de chez toi. Et même la visio, ça dépense du CO2. Donc tu vois, c'est cette double comptabilité que nous apporte le mesurer. Et ça va être clé dans l'avenir de Fago. Et là-dessus, encore une fois, là où on est pionnier, c'est qu'on offre cette double visibilité, cette double lecture, pardon. Ça, c'est le premier pilier, donc mesurer nos émissions de CO2. Une fois qu'on a mesuré, on a pris conscience. Et là, du coup, l'énorme boulot, c'est le plus gros chantier chez Fago, c'est la réduction de ces émissions de CO2. Donc depuis 10 ans, on a mené peut-être 450 actions pour réduire nos émissions de CO2. Pour les citer, 80% du coup, notre collection contient des matières recyclées aujourd'hui. Donc ça a permis de réduire, c'est l'énorme réduction. Le train, aujourd'hui, 40% de nos produits viennent par train, ce qui émet moins que le bateau. L'énergie verte, 100% de notre énergie est renouvelable, fournie par Enercop. Nos emballages sont recyclés et recyclables. On réduit nos déplacements pro de moins 30% cette année. C'est hyper clé. Alors, il y a le Covid, mais hors Covid, on l'avait déjà réduit. On réduit. Les consommables de nos bureaux qui sont recyclés, recyclables. Nos bureaux, on a déménagé à Nantes et en fait, on a mis un point d'honneur à prendre des bureaux les moins émetteurs. Donc là, on a un bureau en catégorie A d'émissions de CO2. C'est la meilleure catégorie. Tu sais, c'est un peu sur le frigo, il y a du vert au rouge là. Bon, on est dans le très vert, nous. Voilà, c'est génial. Voilà. Et 80% des gens viennent aussi de chez eux ici en vélo. On est en permanence en train de se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, comment je peux réduire ? Comment je peux moins émettre ? Donc c'est notre mantra.
Et enfin, donc une fois, il nous en reste quand même des émissions de CO2. Comme je disais, il nous reste 6 kg par produit. Et pour les compenser, du coup, on a choisi de planter un arbre pour chaque produit fabriqué. Et donc aujourd'hui, il y a 1,7 million d'arbres qui poussent en France, dans plus de 300 forêts, à côté des villes de France. En fait, on peut aller voir un arbre Fago en se rendant sur le site Fago, on voit les adresses et on peut s'y rendre. Donc moi, en tant que client, je peux savoir où est planté mon arbre ? Alors, tu peux aller choisir ton arbre dans la forêt la plus proche de chez toi. Et nous, du coup, chez Fago, c'est pour ça qu'on aime cet arbre, parce qu'en fait, on dit aux gens qu'on est le lien entre la ville et la nature. Donc, passer de la ville à la nature, c'est très important pour nous, pour se rendre compte de s'aérer, se rendre compte que ça existe et qu'il faut la préserver. Voilà. Donc, en fait, on fabrique des vêtements pour faire ce pas de la ville à la nature. Et enfin, donc ça, c'est le troisième pilier, donc compenser, qui vient terminer ce triptyque mesurer, réduire, compenser. Et après, il y a le côté accompagner, qui me paraît clé pour nous aujourd'hui, c'est qu'on doit accompagner nos clients dans des démarches d'habillement plus sains. C'est-à-dire, du coup, en fait, comme on a un problème, on doit aussi être la solution. Et c'est là où on s'engage, tu vois, par exemple, à allonger les pièces de vie de nos produits en proposant des ateliers de réparation dans nos boutiques. Tu viens dans une boutique, tu peux réparer tes vêtements. On a proposé aussi des corners de seconde main dans toutes nos boutiques. Donc, tu peux revendre ton ancien t-shirt Fago qui ne te plaît plus et du coup, et comme ça, un client qui n'est pas très sensible à la mode ou à la nouveauté peut se dire, bah, moi, j'achète, s'il est d'occasion, tant mieux. Donc, on allonge la durée de vie de ces produits. Voilà. Et puis, on a aussi ce collectif Make Friday Green Again où on a monté le plus gros collectif en France de marques qui ne participent pas au Black Friday. On était 750 marques, dont Nature et Découverte, Sessoun, Bergamote, enfin plein de jolies marques qu'on a réunies pour dire on ne fait pas le Black Friday. Ça a nuit à notre business, parce que ne pas faire le Black Friday, pour moi, c'était faire 20% de chiffre d'affaires en moins. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être on peut réexpliquer le Black Friday, c'est le dernier vendredi du mois de novembre, dans lequel pendant une journée, mais qui se transforme en une semaine en ce moment, depuis quelques années, où tout est bradé à 50%. Donc la veille du Black Friday, c'est à 100 € par exemple, ça sera 50 € le jour du Black Friday, et ça revient à 100 € le lendemain. Donc en gros, on te prend pour un pigeon en disant il faut acheter maintenant, alors que nous, ce qu'on dit, c'est ne venez pas acheter chez Fago si vous n'en avez pas besoin, ne venez pas acheter, achetez quand vous avez un besoin. Voilà. Et c'est ça le leitmotiv. Donc c'est pour ça qu'on veut accompagner la génération vers des modes d'habillement plus sains, en disant c'est pas grave si je vais. Et ça, c'est-à-dire que je me coupe du chiffre d'affaires. J'accepte de grandir moins vite. Mais c'est pas grave, c'est pour une raison lointaine plus importante. Ma mission, elle est plus importante que mon court-termiste. Et le dernier pilier, c'est du coup être transparent. Transparence, alors ça, c'est un beau mot, parce que je trouve qu'une fois qu'on l'a dit, on trouve que tout est plus limpide, au sens où, en fait, tout doit être dit chez Fago. Il n'y a pas de sujet tabou. Tu pourrais me poser n'importe quelle question et je t'y répondrai, Eleonore, avec mes limites. Et en fait, c'est là où c'est important, où ça devient important, la transparence, c'est de dire voilà ce qu'on fait bien et voilà ce qu'on n'arrive pas à faire, parce que voilà nos limites. Tu vois, par exemple, souvent, on parle les limites, c'est le Made in France. Moi, je ne peux pas faire du Made in France aujourd'hui, parce que ma limite, c'est que le produit serait trop cher et que les gens ne voudraient pas acheter un produit Fago Made in France qui serait au moins 40% plus cher que le produit actuel. Les gens ne veulent pas. C'est ma limite. Voilà. Et je le dis, pourquoi est-ce qu'on fabrique pas en Made in France ? Donc voilà, donc tout est dissible, et c'est pour ça que notre site ressemble plus aujourd'hui à un Wikipédia avec 10 000 tiroirs, c'est que tu peux tout savoir sur Fago. Et si jamais tu ne sais pas tout, par exemple, on a des clients de temps en temps qui nous posent des questions, effectivement, on ne les a pas encore abordées, et bien après, on publie le contenu de notre réponse en public. D'accord, sur votre site. Sur notre site. Ok, il est très lourd en mots, notre site. Là. Voilà. Donc voilà, de coup, notre mission, et on a adopté ce statut d'entreprise à mission en étant les premiers, en se disant, en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que tout ce qu'on doit faire doit respecter notre mission. Et en même temps, ne pas se voir. Très important, ça. Ne pas se voir, ça veut dire que toi, Eleonore, j'ai envie que tu portes du Fago parce que tu aimerais porter du Fago. Parce que tu la trouveras jolie, cette paire. J'ai pas envie que tu portes, entre guillemets, le sac à patates parce qu'il est bon pour l'environnement. Il faut porter une belle paire, bonne pour l'environnement. Et bonne pour l'homme. Très intéressant. Si je reviens sur les arbres justement que vous plantez, donc concrètement, vous faites comment ? Tu parlais tout à l'heure d'un pépiniériste. Oui, ouais, tout à fait. Alors, Nodé, donc notre pépiniériste, qui est une entreprise familiale aussi depuis 4 générations, c'est marrant, on aime bien les boîtes qui ont 4 générations. Et donc, du coup, ce pépiniériste, on signe un contrat tripartite avec eux, c'est-à-dire que nous, on vient donner une subvention qui va payer l'arbre planté, soit dans des collectivités locales, donc dans des forêts publiques, ou des forêts privées.
Voilà. Et du coup, Nodé, lui, a l'expertise de la plantation, donc sélectionne les endroits, les gens chez qui il va planter. Et après, on a un contrat qui est signé entre nous trois pour dire Fago a donné de l'argent, par exemple, à la collectivité où sont plantés les arbres. Nodé les a plantés. Et il y a certaines règles à respecter, comme ne pas couper les arbres, entretenir les forêts, garder le panneau devant l'entrée de la forêt, parce qu'il y a un panneau Fago à l'entrée de chaque fois. Donc tu arrives devant une forêt Fago et tu vois le panneau avec marqué ici une forêt Fago pousse. Trop bien. Mais j'imagine que c'est un budget. Ça coûte combien de planter un arbre ? Et ben, ça coûte plus de 2% de notre chiffre d'affaires. Vous savez, il y a un label qui s'appelle 1% pour la planète, de beaucoup de boîtes qui donnent 1% pour la planète dans leur cause. Ben, nous, on donne plus que. On donne plus de 2% de notre chiffre d'affaires. Non, c'est énorme. Hein. En vrai, c'est énorme pour une cause sur laquelle on ne défiscalise rien. C'est considéré comme de la pure dépense, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, 1,7 million d'arbres plantés en France. Et en France, Belgique, Angleterre, Espagne, Brésil, Mexique et Chine. D'ailleurs, on peut retrouver ça sur votre site internet. Oui, via tout à la fait. carte. Exactement, on a une carte interactive. Très intéressant. Et alors, du coup, tu parlais justement de ces engagements et de cette prise d'engagement qui s'applique sur tes équipes. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets ? Oui. Alors, il y a un exemple très concret, déjà, pour s'approprier la mission, parce que on dit que ça doit être inné dans quelques temps, mais en fait, c'est jamais inné, une mission de boîte, il faut l'onboarder, quoi. Et donc, pour que nos équipes soient acteurs de ce changement, en fait, on a donné, notamment dans les objectifs annuels, un objectif qui est lié à la mission. Et donc là, par exemple, Martin, qui est responsable du web, nous a dit, je vais organiser un atelier en interne et externe pour réduire le nombre de mails que vous stockez pour rien. En gros, en clair, on va supprimer 50% des mails que vous gardez pour rien. Du coup, on a supprimé l'équivalent de l'émission en temps interne et externe, de 5000 paires de chaussures. Génial. Donc, on a supprimé 30 000 kilos de CO2. Génial. 30 000 kilos de CO2, comme ça, évaporé. Parce que ça traînait sur des serveurs, quoi. Voilà. Un autre engagement d'un de nos salariés, ça a été de changer tous les petits robinets pour réduire le débit d'eau par 4. Voilà. Tu vois, c'est des petits changements, petites pierres qui font des grandes rivières, quoi. Ouais, c'est génial. Et comment est-ce que toi, tu t'appliques justement cette mission dans ton quotidien ? Alors, comment je me l'applique moi ? Déjà, il faut que je la vive. Encore une fois, on n'est pas parfait, mais on ne fait pas rien. Je crois que c'est vraiment mon état d'esprit, parce que comment je le vis, c'est déjà me l'approprier en l'ayant vraiment initié. Et derrière, c'est de me dire qu'à chaque fois que je vais manager ou aider quelque chose, remettre la mission tout le temps au cœur des débats. Par exemple, de dire... vous voyez, Irène, qui est responsable de collection, son engagement, c'était d'arriver à 80% de collection avec des matières recyclées. C'est-à-dire comment je peux l'aider ? Comment je peux l'aider à trouver des bons fournisseurs ? Comment je peux l'aider à prioriser aussi en disant ça, ok, c'est un vrai truc prioritaire, on peut y aller. C'est toujours aider en fait à faire un peu le Sherpa sur la mission, sachant que je suis pas Mister Parfait sur le sujet. Je crois que c'est intéressant, c'est que j'offre une vision un peu dégourdie du sujet, quoi. Et justement, donc on vit une crise sanitaire sans précédent. Comment est-ce que toi, tu envisages l'avenir de cette industrie ? Et quelle est ta vision pour Fago ? Où tu veux emmener ton entreprise ? Alors, pour la vision, parce que je vais démarrer par la fin, parce que c'est là où je suis le plus heureux de parler de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement heureux que notre vision soit en phase avec la réalité. C'est-à-dire qu'on est loin d'être à l'ouest. On est génial, quoi. Le vent est bon, les voiles sont bien gonflées, tout est porteur, quoi. Les équipes adorent la mission, adorent l'incarner. Je crois que c'est vraiment important. Tout le monde est... En fait, on passe d'un état à Paris où on était un peu dans l'état second, la transition, l'envie de partir, d'être plus à l'aise dans notre vie, on est à Nantes, on est sain. C'est sain. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, c'est sain. Tout est plus clair parce que, les gens ont compris la mission, se l'approprient, la vivent, se disent que c'est un vrai point de différenciation dans leur quotidien, par rapport à ceux qui travaillent dans d'autres marques de la mode, dans lesquelles on leur dit juste créer et vend. Nous, c'est créer bien, parce qu'on a des produits qui sont hyper avant-gardistes en R&D sur leur composition, qui émet le moins de CO2 quasiment du marché aujourd'hui. On a un design qui est assez durable, au sens où on essaye de ne pas faire trop de vagues sur le style, pour que ta paire, Eleonore, tu la mettes dans 3 ans, soit encore dans le coup, quoi. Voilà, ça c'est hyper important, quoi. Et justement, on va parler de cette installation à Nantes. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Vous êtes arrivé en juillet 2019, oui, je me exactement, disais. tout à fait. Pourquoi ?
Alors, on l'a fait parce que avec Fred, mon associé, on avait envie d'être un peu plus en phase avec nos aspirations profondes, qui étaient celles aussi de Fago, quoi. Fago, en fait, il faut que ça se voit. Notre mission doit se voir dans les produits, mais doit se voir dans notre manière de vivre notre vie aussi. Et de vivre notre vie, c'était à Paris, on ne retrouvait pas cette proximité avec la nature, avec la mer, ce côté vivre dans des espaces quand même moins confinés, moins lourds, moins nuisibles en termes de sonorité. Voilà, et donc Nantes, en fait, là où elle cochait toutes les cases, c'est que c'était proche de Paris, proche de la plage, proche des forêts Fago. Une ville, c'est la première ville capitale verte européenne. Donc c'est là où il y a le plus d'espace vert au mètre carré par habitant en France. Il n'y a pas d'accent. Donc ça veut dire que quand tu arrives, tu t'intègres plutôt bien. Les Nantais sont hyper accueillants. C'est une ville qui grandit encore. C'est une ville hyper avant-gardiste sur plein de sujets. Le voyage à Nantes, c'est extraordinaire d'un point de vue artistique. Il y a quand même des grands noms qui passent. Il y a un patrimoine culturel qui est assez riche. Et en même temps, c'est une ville qui est complètement tournée vers l'avenir, quoi. Donc, qui n'a jamais fermé ses portes à l'avenir. Et en quoi est-ce que ça a été une ville accueillante pour vous, pour tes équipes? Déjà au niveau de la mairie, parce que ils sont venus à Paris quand même dans nos bureaux pour nous présenter la ville. Ouais. Ils sont venus nous présenter la ville, pour nous en parler, nous la faire découvrir. Ensuite, on a organisé un week-end commun avec Nantes Métropole Développement pour visiter Nantes. Donc on a emmené les 30 personnes de Paris en train, puis bus, machin. On a fait l'Odni, on est allé à Pornichet, etc. On a fait plein de trucs, quoi. Et on s'est baladé, quoi. Bah, tu vois, par exemple, tu m'accueilles hyper bien là avec ton podcast. Non, mais on parle, c'est hyper agréable, quoi. C'est des bonnes discussions, c'est sain. Tout se passe bien, quoi. Ouais. Et comment est-ce que cette décision a été vécue par votre équipe, justement? C'était compliqué au début. Non, en fait, au tout début, on se souvient quand on leur a annoncé, là, il y a eu une semaine où ça n'a pas beaucoup bossé au bureau, parce qu'en fait, ça te remet complètement ta vie en question, quoi. Et en fait, quand c'est pas ton idée, quand l'idée tu la reçois, il faut cheminer, quoi. Et donc au début, ça a été la petite tornade. Après, il a fallu leur présenter la ville, leur faire visiter la ville, leur dire vous avez 5 allers-retours offerts par Fago pour aller voir la ville et la découvrir par vous-même, etc., etc., etc. Et en fait, on a plus de 50% qui nous ont suivis. Donc, ce qui est déjà magnifique, quoi. Et après, tous ceux qui ne nous ont pas suivis, évidemment, n'étaient pas de temps lié au projet. Parce que chez Fago, on a toujours une très longue longévité de personnes. Les gens restaient en moyenne 4 ans chez nous, ce qui est énorme pour des jeunes âges. Mais c'est plutôt parce que leurs copines ou leurs copains ne pouvaient pas. Enfin, c'était dur de partir à deux, quoi. Voilà, puis d'autres aussi en ont profité pour monter leur boîte. Pour terminer juste l'interview, parce que le temps avance malheureusement, est-ce que tu as une adresse durable favorite à Nantes? Ouais, alors il y avait l'Agronaute qui était sympa, qui est juste derrière nos bureaux là, qui est vraiment un bon petit coin un peu expérimental où aller se promener. Après, non, je pourrais juste dire faites pousser sur vos balcons parce que ça pousse hyper bien à Nantes. Donc moi, mon premier bon plan durable, c'est mon petit bout de jardin dans lequel je vais pousser mes tomates et machin. On expérimente, quoi. Et je crois qu'à Nantes, ce qui est génial, c'est que tous nos salariés expérimentent beaucoup ce petit sujet-là. Non, après, il y a surtout des coins hyper conviviaux, notamment, je pense à la cantine du voyage, qui est un vrai bel endroit à côté de notre bureau où on se retrouve bien. Mais aussi des petits restaurants comme l'Arrosoir à côté de notre bureau, qui est une cuisine simple, sans prétention, vraiment de quartier. Bonne, simple et saine, voilà. D'accord, merci Nicolas, on va s'arrêter là-dessus, c'est un super beau message, c'était très inspirant, je te remercie beaucoup et encore bravo à tous les deux pour ce parcours incroyable et pour cette belle mission que vous êtes donnée, et bravo à toute l'équipe Fago aussi. Yes, merci Elona, à bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Pour suivre l'actualité de Rayonnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. Et si vous voulez soutenir ce projet, sachez que vous pouvez le faire en laissant un commentaire et 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés, notamment iTunes et Apple Podcasts. Et bien entendu, en parler un maximum autour de vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.